Rousseau et je suis le directeur des Jardins solidaires de Longueuil. On m'a demandé de vous parler des jardins solidaires et vous expliquer ce qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent toujours savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. On mange trop de pesticides, trop d'insectes. Et le fait de faire son propre jardin, ça nous incite finalement à savoir exactement ce qu'on va manger dans notre assiette. Je vais vous raconter l'histoire du jardin solidaire. Ce jardin solidaire, au départ, c'est un jardin collectif. À ne pas confondre avec les jardins communautaires. Les jardins communautaires ont peut-être 35 ans de plus vieux que le jardin collectif. Les jardins collectifs étaient inventés, conçus finalement en 1997-98 avec un groupe d'équitaires et les organismes communautaires de Longueuil. Et à cette époque-là, on a parti 3 jardins collectifs. Un à Longueuil, un autre à Chambly et un autre à Saint-Hubert. Celui de Saint-Hubert est disparu au bout de 2 ans. Le problème qu'il avait, celui-là, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. La ville devait venir porter de l'eau en citerne à tous les jours. Pour un jardin, c'est pas évident. Celui de Longueuil était dans le parc régional à l'époque. Et celui de Chambly, c'était la Cône d'Abondance et était dans un organisme de Chambly. Les 2 autres sont morts, mais celui de Longueuil est resté vivant. Et c'est la Croisée de Longueuil qui a eu la gestion du projet. Il était le gestionnaire du projet. Le jardin appartenait au réseau communautaire de Longueuil. Et tous les organismes envoyaient au jardin des petits groupes de gens qui voulaient faire du jardinage. Et avec un animateur, et à tour de rôle, finalement, les organismes passaient au jardin collectif. Je voulais parler aussi de la différence entre le communautaire et le collectif. Le collectif, c'est que tout le monde se met ensemble sur le même sol, le même terrain. Et le communautaire, lui, ils sont tous des lots séparés. Donc, tu prends un lot et tu cultives tout seul. Et ça, c'est le communautaire. Et tandis que le collectif, bien, finalement, c'est tout le monde qui cultive ensemble. Les personnes qui travaillent, c'est souvent, bien, à l'époque, c'était au jardin. Il y avait seulement que les gens qui étaient sur l'aide sociale qui venaient travailler au jardin, via les organismes de Longueuil. Et en 2002, on a reçu de la ville un nouveau terrain. C'est le terrain où on se trouve présentement, c'est au 2640 chemin de Tremblay. C'est la dernière terre agricole du Vieux-Longueuil. Donc, il se trouve dans le boisé du Tremblay. Et c'est l'ancien dépôt de neige de Longueuil. Et c'est un cadeau au départ qu'ils nous ont donné. Il faut se rappeler qu'il y avait seulement ça de terre arable quand on est arrivé là. Si vous pensez qu'une carotte peut aller pousser comme ça, elle poussait comme ça. C'est un peu rigolo. Et on est obligé d'intervenir sur le terrain. Il faut savoir que au jardin solidaire, le sous-sol, c'est du schiste, de la roche très, très légère. Et l'eau restait toujours imprégnée au même endroit. Et il y a des années où on ne pouvait même pas cultiver avant fin juin, tellement il y avait d'eau. Pour sauver notre période de jardinage, on a fait deux fossés de chaque côté, puis un fossé dans le fond. Et on a sous-solé le sol, ce qui permettait à l'eau de s'écouler facilement. Et ça a été une bonne opération. Et après ça, on a créé des andins. C'est-à-dire qu'on mettait du papier et du carton sur le sol. Ça nous permettait de tuer tout ce qui était mauvaise herbe sur le sol. Rajouter de la terre et du compost, et progressivement, on a monté finalement le terrain cultivable. Et là, depuis 2005, on est là depuis 2005, et fait qu'en 2021, maintenant, vous avez une profondeur de terre arable de cette profondeur-là. Et c'est un peu mieux. On a poussé un peu plus loin. Nous, maintenant, on a des poules qui vivent en semi-liberté. Je ne dis pas vraiment en liberté, mais semi-liberté, avec des cages. Et
pendant 15 ans, on a mis en place une formation qui s'appelait en horticulture maraîchère ornementale écologique. J'ai compris qu'il existait à l'époque un programme qui s'appelait un PPE, Programme préparatoire à l'emploi. Là, je disais, les jardiniers cherchaient des aides-jardiniers partout. Puis on a commencé à monter un cours d'employabilité et ça comprenait 300 heures de formation. Et après ça, la personne qui était formée pouvait aller sur n'importe quel terrain, partir son jardin et faire ses pousses et commencer à cultiver son jardin. Le PPE, c'est avec Emploi Québec que j'ai eu ça de l'avoir. Puis le problème que j'avais avec eux, c'est qu'ils disaient, nous, il faut que ça y aille plus loin. Fait que là, on a monté la formation en horticulture maraîchère ornementale écologique. Et on a mis ça à 1050 heures. J'ai négocié avec la commission scolaire pour que tous les cours soient reconnus au niveau pédagogique. Vous savez, quand tu fais une formation, il faut que ça y ait un contenu pédagogique. Tout le dossier était monté avec la commission scolaire. Et la commission scolaire, à la fin, donnait le diplôme aux jeunes. On avait 17 étudiants par année. On était financé par l'Emploi Québec. On devait finalement en choisir 17. Les premières années, je me souviens, on avait jusqu'à 80 personnes qui appliquaient pour venir prendre la formation. Et en 2015, malheureusement, le gouvernement Couillard a décidé que on donne des cours d'horticulture, c'est pas un métier d'avenir, ça. Fait qu'il nous a occupés à ce moment-là. Là, ça a été une période de crise majeure. On se retrouvait avec plus de revenus. Donc, c'est là qu'on a décidé de concevoir finalement le jardin solidaire. Fait qu'on a appelé l'ensemble de la population de Longueuil de venir travailler bénévolement avec nous. Et on a commencé à vendre nos légumes en séparant ça aux 3 tiers. Un tiers allait aux tables de sécurité alimentaire, un tiers aux bénévoles qui travaillaient sur le terrain, et un tiers était vendu pour financer l'opération. Et on a réussi à trouver quelques petits projets à gauche et à droite, et depuis maintenant 4 ans, on a un programme qui s'appelle « Je cultive mon avenir » avec 12 jeunes. Au début, on avait 16 jeunes, maintenant 12, à QE2, qui viennent travailler au jardin et qui nous permettent de financer un certain nombre de postes de gens au jardin. Dans le projet Je cultive mon avenir, c'est majoritairement des jeunes qui viennent soit des centres jeunesse, donc abandonnés par leurs parents ou très délinquants, ou les jeunes décrocheurs qui ne savent pas où aller, quoi faire. Et l'idée finalement du projet Je me cultive un avenir, c'est qu'on les met sur des plateaux de travail au jardin et à la croisée, pour permettre d'avoir des expériences de travail différentes, de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et après ça, on fait le pari avec eux qu'on essaye de trouver un projet dans ta vie, puis on va essayer avec toi de construire le chemin pour y aller. Et quand on arrive à partir du moment où ils ont décidé d'avoir un projet dans la vie, c'est déjà presque gagnant. Parallèlement à ça, on a aussi, depuis le début, un projet qui s'appelle Coup de pouce, qui sont des gens qui ont un problème de santé mentale. On a déjà eu jusqu'à 8 participants. Présentement, on est à 5 participants, Coup de pouce. Il faut savoir que travailler au jardin, ça apporte un bien-être et un plaisir tellement serein qu'on voit des avantages magnifiques sur les gens qui participent au coup de main. Quand ils arrivent au jardin au début, il faut savoir qu'au début, il y a beaucoup de schizophrènes dans ce groupe-là. Au début, ils se retrouvent à l'hôpital 2 à 3 fois par semaine. Là, on imagine le coût d'une ambulance. Et après 1 an ou 2 au jardin, il n'y a plus d'hôpital. Et on voit des parcours fabuleux. Il y en a qui retournent à l'école même. Maintenant, c'est sûr que dans le rayonnement du jardin, maintenant, on
travaille avec les jeunes de l'école d'en face de la Croisée. On a un jardinet. Les jeunes viennent cultiver leur jardin. On a l'école des petits explorateurs. Je donne des ateliers de jardinage aussi. Il y a plusieurs organismes qui nous ont demandé d'avoir des jardins chez eux aussi. Et il faut savoir que maintenant, les jardins, c'est rendu quelque chose de très, très, très populaire. Et les gens aiment ça. Et en ville, maintenant, c'est devenu une agriculture urbaine qu'on appelle. Au départ, le jardin collectif, Longueuil était le premier jardin collectif au Québec. Maintenant, il y en a plus de 90. On a mis en place un réseau, le réseau des jardins collectifs du Québec, qui a été remplacé finalement au cours du temps par le CRAPO. C'est le système des jardins collectifs. On inclut dans le réseau maintenant les jardins communautaires aussi. Des gens qui font de l'agriculture sur le balcon, dans les ruelles, et on appelle ça maintenant l'agriculture urbaine. Et donc on a perdu notre titre de jardin collectif. Et on a le réseau des jardins collectifs, c'est grâce à cause de ça. Au début, on ne pouvait pas vendre, on n'a pas le droit de vendre parce qu'on était financé par le Québec et ça faisait des concurrences déloyales pour les autres. Et finalement, maintenant qu'on est plus financé par eux, on a le droit de vendre nos produits et on a ouvert, c'est ça, l'aggravation. Mais le jardin, sans les bénévoles, ça irait un peu loin. Hein? C'est pour ça qu'on va passer la parole à Audrey, une de nos bénévoles les plus endurcies. Oui, mon nom c'est Audrey Saldana et je suis à Longueuil depuis 2012. Et quand je suis arrivée à Longueuil avec mon mari, on était déménagé de la région de la Naudière, où on avait vécu en campagne. On avait développé à travers 35 ans un grand terrain avec des arbres qu'on a plantés, de gros jardins. Et on avait élevé nos 2 enfants. Et on était très heureux là. Sauf qu'à un moment donné, les enfants ont grandi, ils sont partis vivre leur vie et c'était devenu trop grand pour nous à entretenir. Alors moi qui, au départ, je connaissais pas grand-chose sur le jardinage. Moi, je suis originaire du Pakistan. Je suis arrivée à l'adolescence ici, au Canada, au Québec. Et j'étais frappée très, très tôt de la beauté des paysages ici. Dans mon pays, il y a des beaux paysages aussi, mais dans la partie où moi je vivais, c'était une grosse ville, des espaces verts, là, on n'en avait pas. Encore moins des rivières. On avait la mer, mais tu ne peux pas cultiver dans la mer. Fait que les jardinages là, étaient plutôt limités. C'était très sec, très chaud. Tandis qu'ici, avec les changements de saison, c'est une beauté naturelle qui attire tout de suite. Alors j'avais envie de vivre en campagne, puis j'ai rencontré un Québécois qui avait des racines dans la campagne, fait que ça faisait notre affaire tous les deux d'en acheter une vieille maison, et puis on a vécu là. C'était vraiment des belles années. Mais en déménageant à Longueuil, en ville, je dois dire que je m'ennuyais beaucoup. D'une part, j'ai apprécié de m'approcher au service, mais on ne connaissait personne ici et ennuyé de mon coin de campagne. Et par pur hasard, j'ai vu un texte dans le Courrier du Sud qui décrivait le projet que Denis vient de décrire. À ce moment-là, c'était encore, ça s'appelait le métairie. Et c'était le projet de réinsertion des jeunes qui faisaient des changements professionnels, qui étaient en formation.
Et et ils avaient aussi le programme Coup de pouce. Ça décrivait tous ces aspects-là. Puis ça m'a attiré beaucoup, cette combinaison de jardin collectif écologique, bio, avec cette sensibilité de réinsertion sociale, donc l'apport social qui était cher pour moi aussi. Et donc, je suis allée voir et j'ai trouvé tout de suite des gens très accueillants qui m'ont dit, ben, on n'a pas de bénévoles, mais si tu veux venir, viens, puis fais ce que tu veux, puis viens quand tu veux. Ils n'ont pas besoin de demander plus que ça, et je suis là depuis ce temps-là. J'ai tellement aimé cet endroit-là, qui est un coin de campagne dans la ville. C'est avoir le mélange de la forêt, des arbustes, le potager, les animaux, avec les poules. Il y avait une année où on a eu des lapins, il y a eu les abeilles, j'ai essayé de faire du miel. Ça a été différents aspects de la vie de la nature, de la vie humaine, tout en participant à quelque chose de collectif. Et ça m'a attiré beaucoup plus que juste travailler chez moi. J'avais un jardin quand même, mais je faisais vite le tour et je me trouvais beaucoup plus dans mon élément au Jardin solidaire, qui est devenu Jardin solidaire en 2015, où effectivement il y a eu plus de bénévoles et le nombre de personnel a été réduit beaucoup par la coupure budgétaire. Et j'ai toujours une énorme admiration pour le personnel qui travaille, Denis et Nadine, qui font, les intervenants qui ont passé par là, qui font énormément de produits avec tellement peu. C'est un miracle de les voir faire ce qu'ils font. Et j'ai juste toujours le goût d'aider là où je peux. Je ne peux pas dire que je peux faire beaucoup parce que je n'ai pas la force des bras. C'est vraiment les jeunes de coup de pouce, selon mes observations, qui font le plus gros du travail physique parce que ça prend quand même beaucoup de force de transporter la terre, le compost, la gravelle, tout ça. Là. Et ils font ça comme 4 jours, 5 jours semaine, tandis que nous, les bénévoles, on peut aller une journée, 2 jours. Mais donc, je donne un peu, mais je reçois énormément plus que ce que je donne. Et c'est tellement un lieu attirant pour l'âme. Je vais parler de la sérénité de l'endroit qui peut faire du bien pour les jeunes, et ça peut faire du bien pour n'importe qui, je pense, de tout âge. On est de tout âge, on a plusieurs retraités, des bénévoles, nécessairement parce qu'on a plus de temps. Je suis sûre qu'il y a des gens, d'autres personnes qui viennent aussi. J'ai vu, il y a des compagnies qui envoient des fois un groupe, une journée de bénévolat dans la communauté. Puis, donc, un groupe de 15 personnes en pleine santé vont débarquer puis vont travailler pour la journée sur un projet quelconque. Puis ça apporte beaucoup parce que, voyez-vous, Denis, Nadine n'ont pas ni le temps ni les capacités de tout faire, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire. Il y a toujours des idées pour améliorer, pour bâtir des apports de plus, comme il y a une séchoir qui a été montée depuis ce temps-là. Il y a le kiosque pour vendre les légumes. Le poulailler a été agrandi. Alors, c'est des bénévoles qui vont faire le travail de menuiserie qui est nécessaire, souvent avec du matériel qui a été récupéré.
Alors, c'était le séchoir, c'était parce qu'on ramasse des plantes, des herbes, et on fait sécher, puis par la suite, on va les impacter, puis ça fait partie des produits qui sont vendus, là, des fines herbes, la mélisse pour la tisane, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est vraiment, Nadine, elle a toujours d'autres idées pour apporter des choses supplémentaires pour l'intérêt des gens. Et les œufs, maintenant, ça attire. Les œufs, il faut réserver quasiment pour avoir une commande d'œufs, là, parce que les gens viennent là, maintenant tous les jours là, pour avoir les œufs. L'autre activité pour laquelle le jardin est vraiment connu, c'est la vente des fleurs et des légumes, qui c'est toujours la longue fin de semaine du mois de mai. Dans le temps que c'était les étudiants, où il n'y avait pas le droit vraiment de vendre plus qu'il faut, ça durait juste cette fin de semaine-là. Mais depuis, ça dure un mois. Donc, cette année, ça va être le 21 mai jusqu'au 25 juin. Donc, le public vient, puis il peut avoir une variété de tomates, poivrons, aubergines, des choses que je trouve très rarement dans les pépinières et toutes évidemment cultivées de façon biologique. Cette année, on a produit environ 35 000 plants différents. Il y a plus de 25 variétés de tomates. Alors, c'est un projet, je trouve, je suis tellement chanceuse d'avoir trouvé ça dans ce moment que je n'avais vraiment besoin. En même temps, je ne connaissais pas la croisée. J'ai connu d'abord le jardin. Et par la suite, dans un autre tantôt, j'ai découvert les chemins de vie. Et ça, pas tout hasard, j'ai vu que c'était localisé dans le même endroit, les mêmes bâtisses que la croisée, que j'ai connu la croisée par la suite. Alors, c'est comme tous les chemins m'ont amené ici. Et dernièrement, j'ai fait partie, avec les chemins de vie, d'un atelier qui touchait les préoccupations écologiques. Qui parle le cycle de pape François, Louis Sois-tu, qui parle de tous les problèmes environnementaux et dans lesquels l'humanité font face, donc de façon globale. Et ça aussi, ça vient beaucoup me rejoindre. Ce sont des préoccupations que j'ai depuis 40 ans. De voir notre environnement qui se dégrade et que les gens, malgré la sensibilisation tranquillement qu'on fait, que ça prend énormément de temps avant qu'on prenne ça au sérieux, puis on fait des gestes pour que ça change. Et là, ça commence à être urgent. On n'a plus le temps de dire, mais tranquillement, les gens vont se convaincre, là, et les choses commencent à nous échapper. Et donc, je suis très, très, très préoccupée par ça. Alors, j'ai fait partie de cet atelier-là qui m'a donné une occasion de réfléchir avec d'autres personnes. Alors, ça va avec mon engagement. J'ai besoin d'être active, d'être présente, puis pouvoir faire des choses directement dans la terre avec les gens, être dans cette communauté-là, ça me donne beaucoup, mais j'ai aussi à continuer à donner là où je peux pour améliorer l'environnement. Pour la petite histoire, Audrey vous a dit qu'au début, on s'appelait la métairie de Longueuil. Et la métairie, ça venait finalement d'une vieille carte qui datait de 1751. Et ça s'appelait la métairie d'Adoncourt. Et Madame d'Adoncourt, qui était la femme de Charles Lemoine, baron de Longueuil, ça qu'on a une baronnerie à Longueuil.
Et ben, c'était sa métairie. La métairie, dans l'histoire, c'est un riche propriétaire qui prête sa terre à un cultivateur, puis et en échange du fruit, ils partagent du fruit ensemble. En Europe, c'est connu, les métairies, parce que ça servait souvent aux nobles de courir avec leurs chevaux et de changer de chevaux aux métairies. C'est pour ça que souvent on confond le métayer et la métairie. Donc celui qui garde la métairie est un métayer. Et comme si les terrains qui appartenaient aux nobles, ben, ils mettaient leurs chevaux là, ça permettait d'aller plus vite dans leur voyage. Et pour ça, on a décidé de s'appeler la métairie de Longueuil. J'aurais aimé ça aussi, vous parler de la croisée de Longueuil un peu. La croisée de Longueuil, c'est un organisme de charité. Et on aide des gens beaucoup. Et on travaille à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Sophie, une petite fille qui venait de la Côte-Nord. Puis elle était mariée, elle avait 2 enfants. Puis son mari prenait un coup souvent, un peu dur, puis c'est grosse tendance, quand il était sous, il tapait dessus. Sophie me disait tout le temps, ben je l'aime, tu sais. Fait que ça, c'est faire. Tu sais. Mais un jour, il commençait à taper un peu plus fort, il a commencé à taper sur ses enfants. Il a appris ses 2 enfants pour s'est sauvé. Puis il est venu s'installer à côté de la croisée. Au bout de quelques semaines, ben, elle n'avait plus rien mangé, elle se cachait. C'est comme ça qu'elle est venue à la croisée. Et là, la première fois, ben, on se casse pas la tête, on lui donne suite à manger pour qu'elle puisse. Puis en même temps, on lui donne 3 coupons qui lui permettent de revenir chercher des denrées périssables pendant 3 mois. Quand elle a plus ses coupons, là, à ce moment-là, on commence à intervenir avec elle, essayer de comprendre pourquoi elle est dans cette situation-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour qu'elle sorte de cette situation-là. Bien là, après ça, bien, on l'invite à venir participer comme bénévole au groupe d'accueil qui, le jeudi, le camion arrive avec des denrées qui nous viennent de la Rive-Sud, de Moisson Rive-Sud, décharger le camion, mettre les denrées sur les tables et les trier, parce que malheureusement, il y a toujours une partie qui est pourrie. Donc, sauf que cette journée-là, Sophie, c'est elle qui trie les tomates. Là, elle me demande, ça, Denis, tu vois, là, ça mangerais-tu ou des celle-là? Elle me dit non. Bien, si ça ne mangerait pas, les autres non plus. Si celle-là, oui, bien, elle est bonne. Tu l'avais sur la table. Puis là, après ça, bien, les gens partent dans l'après-midi, puis c'est elle qui donne. Et qu'on vient de transformer un peu, elle a grandi d'1 pouce cette journée-là, parce qu'elle vient de reprendre l'estime d'elle. On pousse un peu plus loin, après ça, on fait des cuisines collectives. Fait qu'on prend les 4, 5, 6 Sophie, on les met autour d'une table, et l'idée, c'est pas compliqué, il faut choisir une recette. Parce que vous savez, c'est quoi la première recette qu'ils vont choisir? La sauce spaghetti. C'est toujours le fun de faire la sauce spaghetti, parce qu'on fait toujours ça des gros plats, OK? Puis on met ça en conserve. Puis après ça, ben, quand les enfants, un coup tu prends du spaghetti, un autre coup tu prends des macaronis, un autre coup tu prends des penne. Fait que tu changes de recette facilement, puis tu peux faire de la lasagne aussi. Tu vois. Là encore, mais le problème avec la sauce spaghetti, pour les amateurs de sauce spaghetti, ma sauce spaghetti, c'est toujours le meilleur. Là, tu as 6 filles autour d'une table, puis ils ont toutes la meilleure sauce spaghetti au monde. Il faut négocier. Elle dit, hein, tu mets des carottes dans ta sauce spaghetti? Tu mets-tu des carottes dans ta sauce spaghetti? Bien, c'est pour enlever l'acide de la tomate, ça. Fait que là, finalement, ils finissent par s'entendre, mais ça, ça a l'air de rien comme ça. Donc, ça leur permet de monter un peu l'estime de soi. Et après ça, bien, on pousse un peu plus loin, on l'amène au jardin. Fait qu'elle commence à venir au jardin, et Sophie, bien, elle a décidé de s'inscrire dans notre cours de jardin. Bien entendu, sans pesticides, sans engrais chimiques. Puis, Sophie, finalement, est devenue horticultrice. Okay? Et maintenant, elle travaille dans un autre organisme qui est un autre jardin collectif. Et c'est elle qui fait le travail
Nadine fait aujourd'hui. Tu vois un peu le parcours. Le jardin sert finalement d'un prétexte pour nous pour faire de l'intervention. Avec beaucoup de mains, avec mes petits jeunes, je me cultive un avenir. C'est un peu ça qu'on veut faire avec le jardin. Et c'est un lieu tellement propice à ça. Puis le travail avec la terre est tellement simple. Et je voulais juste rajouter que c'est ce qui est vraiment merveilleux de voir la somme de connaissances qu'il peut avoir. Denis, Nadine, c'est comme on peut bien être bénévole, ou tous les jeunes qui sont dans les projets, si on ne peut pas se référer à des personnes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire, qui peut nous guider là-dedans, ça va pas loin. Hein? C'est comme on n'arrive pas, puis on attend, puis tourner les pouces pendant 1 heure de temps, puis il n'y a rien qui bouge. Les gens ne restent pas longtemps. Tandis que Nadine, elle a une superbe génie d'être capable de très vite voir la capacité de la personne, puis la diriger vers une tâche qu'elle peut faire, qui a besoin d'être faite, mais elle fait rouler ça constamment. Et des grandes qualités qu'on ne trouve pas nécessairement chez n'importe qui. C'est pas juste avoir les connaissances techniques, c'est d'être capable de les traduire envers des personnes. Et ils font ça de façon merveilleuse. Il faut savoir qu'on a des personnes qui sont atteintes de maladies mentales, on a des jeunes qui sont des jeunes décrocheurs, on a des bénévoles qui sont des personnes âgées, qui ont des incapacités, et au jardin, c'est l'avantage d'être solidaire, c'est que si tu n'es pas capable de te plier, de te mettre à genoux, quelqu'un d'autre va le faire à ta place, puis on va te donner une job que tu es capable de faire. Puis pour un jeune qui plante une graine, 3-4 jours après, il la va sortir. C'est comme un bébé, ça pousse. Puis dans la vie, c'est pareil. Hein? Si tu ne sèmes pas de graines, tu vas juste de mauvaise herbe qui va pousser. C'est un peu le travail qu'on fait au Jardin solidaire.